J'ai traversé de 2 pôles. J'ai fait 27 tours du monde sur un voilier. J'ai suivi l'équateur autour du monde. J'ai descendu l'Amazone à la nage. J'ai grimpé quelques 8000 mètres. Je suis né en Afrique du Sud. Je suis Mike Horn. Je suis un explorateur professionnel. C'est sûr que des moments difficiles, c'est là où la vie devient un peu intéressante. Et pour moi, qui est un explorateur, j'ai choisi de faire des choses qui sont difficiles parce que ça me rend heureuse. Si j'ai 5 à 10% de mes réponses avant de partir en expédition, je parte. Et je sais que les autres 90%, je veux trouver le long de la route. Je ne veux pas tout savoir avant de partir. Si tu veux tout savoir, tu ne vas jamais partir. Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Voilà, on est parti comme ça, tu vois. Toi, t'as un avion tout à l'heure, donc du coup, je veux pas. Tu vois, je disais, je veux pas louper une minute de. Il y a que quand t'es en aventure que t'as du temps, en fait. Toi, c'est ça, non? Non, tu cours. Non, mais pas vraiment, quoi. C'est qu'on est là pour une mission et puis, tu vois, il y a pas assez d'heures, un jour, pour faire ce qu'on veut faire et d'avancer. Ça veut dire j'ai une philosophie aussi où je change mon horloge biologique et puis là. On rentre dans la vraie vie. D'accord. Fait. Tu la changes quand, tu veux dire? En fait, on change l'horloge en faisant une journée de 30 heures de longue et pas de 24 heures. Ah oui? Et comme ça, chaque 4e jour, tu as gagné un jour. En fait, donc, tu fais des journées de 30 heures? Ouais, c'est pas nécessaire de travailler comme ici à Paris dans une journée de 24 heures parce que toi, tu es toute seule. Et puis, tu changes... en fait, tu dors 5 heures en 24 heures, tu manges 5 heures en 24 heures, et tu travailles ou tu marches ou tu grimpes pendant 14 heures. Ok. Et puis, si tu fais une journée de 30 heures de long, tu dors 5 heures, tu manges 5 heures, mais tu marches 20 heures. Ok. Et puis, c'est comme ça, chaque 4e jour, tu gagnes un jour parce que tu as ajouté 6 heures à ta journée et tu gagnes un jour de nourriture. Et t'es pas cramé? Non, c'est une question d'habitude, en fait. Dès que tu commences à changer l'horloge biologique, c'est plus facile quand il fait jour 24 heures sur 24 ou nuit 24 heures sur 24. Et puis, quand je traverse le pôle Nord, par exemple, il fait nuit 24 heures sur 24. Ça veut dire que tu dors, il fait nuit. Tu te réveilles, il fait nuit. Et puis, tu prends l'habitude. Et puis, dès que tu peux gagner des calories en marchant et pas en dormant parce que tu brûles aussi des calories. Ouais, c'est vrai. C'est là où l'homme il s'adapte. Ça veut dire que les calories, c'est en fait l'essence qui détermine la distance que tu peux faire. C'est chaud parce que quand même 5 heures en 24 heures déjà en sommeil, c'est pas beaucoup. Mais alors en 30 heures... Oui, c'est l'effort physique qui est important. Et l'effort mental de toujours savoir si tu es vraiment sur la bonne route, dans la bonne direction. Et puis, autour de toi, il y a beaucoup de dangers. Il y a la glace, l'épaisseur de la glace qui change. Il y a des ours qui peuvent venir. La glace peut pivoter. Et puis, tu peux pas juste utiliser un GPS pour l'orientation parce que les cristals liquides gèlent à moins 18 et puis quand il fait moins 40, t'as pas un écran. Tu peux pas utiliser une boussole parce qu'une boussole, il tourne en rond parce que tu es au nord de la champ magnétique. Ça veut dire que... Et t'as pas le soleil pour vraiment t'orienter. T'as pas de soleil et puis t'as des étoiles. Mais il faut aussi connaître les étoiles. Et dès que t'as un peu du nuage qui est pas bien placé, tu vois pas tes étoiles.
C'est vraiment un des trucs fous dans... Alors, Mike, on va rentrer dans l'épisode, tu vois, on est déjà bien rentré, mais dans tout ce que t'as... toutes ces aventures que t'as vécues, c'est l'accumulation de connaissances totalement dingues, c'est-à-dire se diriger par les étoiles, enlever des trucs qui sont allés faire des œufs sous ta peau, manger, pouvoir manger ce que tu trouves et parce que tu trouves pas, faire du bateau, de la navigation, faire escalader des montagnes, du froid, du chaud, du soleil, en veux-tu en voilà, du gel, de la nuit, du désert, c'est n'importe quoi. Et je voudrais juste pour commencer cet épisode par dire j'ai pas été déçu quand j'ai ouvert la porte. Parce que j'ai vu Mike Horn tel que je m'attendais à le voir. Alors je te pensais plus grand et finalement oui c'est vrai je suis rassuré parce que je me dis il est beau comme un camion à son âge et il est presque pas plus grand que moi, un peu quand même je crois, mais voilà. En revanche quand tu m'as serré la main tu m'as broyé la main, ça j'aurais dû le prévoir. C'est pas de légende, ouais. Je me suis dit je suis con, j'aurais dû le prévoir mais j'ai peut-être voilà ce petit moment de surprise et puis normal, c'est Mike Horn, tu vois. C'est une belle marque de fabrique. Donc voilà, je suis vraiment hyper content de te recevoir. On va se marrer. Je me suis plongé ces derniers jours dans tes aventures, des lectures, des vidéos, des tas de choses depuis longtemps hyper bien documentées. Et c'est très cool. Je vais te raconter juste un truc avant de te demander de te présenter, si tu veux bien. La petite histoire de ce podcast, la rencontre entre nous, tu la connais ou pas? Elle t'a expliqué ou pas, Annika? Non, ouais, on n'a pas eu du temps. Ouais. Il se trouve que donc Annika, ta fille, avec qui j'ai parlé pour organiser tout ça, on a été mis en relation par un jeune homme qui s'appelle Jérémy Chaleroux, et qui a enregistré un podcast lui-même avec ta fille, d'accord? Ouais. Et lui, je le connais comment? Je le connais parce que un jour, sa copine, quelques semaines avant ses 30 ans, m'avait dit il aimerait vraiment te rencontrer, Mathieu. Tu vois, il écoute beaucoup tes podcasts, ce serait cool, etc. Donc moi, avec ses potes, on a décidé de lui offrir pour ses 30 ans une rencontre avec toi. Moi, j'étais un peu surpris, j'ai pas l'habitude de ça, toi peut-être plus que moi, mais moi, c'était un peu... Puis bon, je dis, ok, vas-y, go. Je dis, on va déjeuner. Puis au lieu de déjeuner, en fait, j'ai enregistré un épisode avec lui, que j'ai jamais sorti, mais on a enregistré un épisode que je lui ai donné. Il m'a dit qu'il voulait pas le sortir, mais il était rigolo pour cet épisode. Jérémy, petit message au passage. Et pour la petite anecdote, dans l'anecdote, je lui ai refilé le Covid, je savais pas que je l'avais. En enregistrant, c'est la seule personne. Mais ça c'est bien, moi j'ai herd immunity. Voilà. Il faut filer ce qu'on. Et donc du coup c'est la seule personne, en tout cas à ma connaissance, à qui j'ai refilé le Covid. Mais voilà, c'était Jérémy. Et donc en fait, juste pour dire que tu vois. Cet acte en fait sympa, gratuit, tu vois, me permet de retomber sur mes pieds avec un épisode avec Mike Horn en face de moi. Donc voilà, mon message à tout le monde, c'est de dire quand il y a un truc que vous sentez bien, une petite action sympathique et gratuite, faites-le quoi, parce que non, mais souvent ça te retombe dessus. Tu dois donner de l'envie pour recevoir. Ouais. Puis en même temps, on vit dans ce monde qui a devenu un peu fou et puis on essaie de se protéger. Mais il faut se libérer. Et puis, les moments quand tu es libre dans la tête, tu cherches pas toujours de faire quelque chose pour avoir une valeur pour toi, mais de partager une valeur. Et puis, une fois que tu vis comme ça, la vie devient beaucoup plus facile. Une philosophie très simple. Philosophie très simple, donner pour recevoir. Mike, je te propose de te présenter. Mais voilà, j'ai descendu de l'Amazon à la nage. J'ai traversé de 2 pôles. J'ai fait 27 tours du monde sur un voilier. J'ai suivi l'équateur autour du monde. J'ai descendu de l'Amazon à la nage. J'ai grimpé quelques 8000 mètres. Et puis, je suis né en Afrique du Sud. Je suis Mike Horn. Je suis un explorateur professionnel. Explorateur professionnel. Alors j'ai vu plein de trucs en préparant tout ça qui m'ont bien fait marrer. J'ai vu une vidéo de toi où tu disais que depuis tout petit, ce dont tu rêvais, c'était
de rencontrer, d'aller voir des anacondas, des piranhas, d'avoir des parasites qui te pondent des œufs dans la peau. Là, je me suis dit, ce mec est complètement fêlé, il est vraiment très chelou, quoi. Mais donc, du coup, t'as réussi, hein. T'as accompli ses rêves d'avoir des parasites. Tu l'as encore, cette belle cicatrice? Ouais, non, mais il y a plusieurs où ils sortent. Puis dès qu'ils sortent leur tête, il faut l'attraper parce que tu veux pas que ça rentre plus profond. Et tu partages dans tous ces trucs des anecdotes, mais ce truc quand tu fais pipi dans les cours d'eau là, et que tu peux avoir ce petit poisson qui te rentre avec ses écailles si tu tires. Oh la vache, tu m'as fait. Ouais, c'est une horreur. C'est une cauchemar plus. Et il y a une question du coup, je crois que là où je l'ai vu. Je l'ai entendu dans une de tes vidéos YouTube. Tu as une grosse chaîne YouTube qui est pleine de belles aventures que je recommande vraiment à suivre. Et je pense qu'elle doit avoir dans cette vidéo, ça doit être au moment de l'attitude zéro. Donc c'est quoi, 91, 93 80... Ouais, exactement. Ouais. Et tu dis, on m'a demandé 50 000 fois pourquoi tu fais tout ça et j'ai pas la réponse. Alors je me dis là maintenant, presque 30 ans après, on a dû te le demander 1 million de fois maintenant, désormais. Ouais. Est-ce que tu as trouvé la réponse? Écoute, la réponse c'était pourquoi pas commencer plus tôt de ma vie? Pourquoi j'ai attendu aussi longtemps de faire ce que j'aime? Et puis, je pense que jamais de ma vie comme un explorateur, même dans les plus grandes galères, jamais je me demandais pourquoi je suis là. J'ai décidé d'y aller. Et cette liberté d'engagement, de faire quelque chose qui apporte la valeur personnellement à toi-même, c'est une récompense pour cet engagement. Et puis quand on ne se demande pas pourquoi on est là, on sait qu'on fait quelque chose qui est bien pour nous. Et puis des fois, j'ai essayé d'expliquer aux gens que je n'ai pas besoin de me motiver pour sortir la tente à -50. Je n'ai pas besoin de dormir pour 8 heures par jour pour récupérer. Je suis là parce que j'ai choisi d'être là. L'engagement est à 100%. Et puis après, il faut avoir un peu de discipline dans la vie, de faire ce qui est difficile à faire. Et puis avec cette discipline qu'on peut appliquer chacun de nous de notre vie, c'est là où tu peux devenir motivé. La motivation, c'est trop court en duration. La motivation, c'est quelque chose qui a pas est quelque chose qu'on met en place pour dire que je fais quelque chose que je n'ai pas vraiment envie de faire. Ça veut dire que... Ok, je me motive. Quoi. Je me motive, ouais. Puis ça, c'est une invention des Américains, un peu. Presque de dire, mais pense positif. Et puis après, tu es motivé. Mais c'est une action positive qui nous amène vers la motivation. Et la motivation, à -50, à l'intérieur de la tente, j'ai pas envie de sortir la tente. Je suis pas du tout motivé, mais je suis discipliné. Et cette discipline, chaque jour, 5 minutes avant des réveils, il sonne, je suis debout. Je suis en avance. Je suis pas en retard parce que ça va faire la différence entre la vie et la mort. J'ai 2 questions là-dessus. Comment tu la travailles et d'où elle vient? Je pense que c'est un respect vis-à-vis de Corona, vis-à-vis de notre vie personnelle. Et puis, quand on respecte notre vie et on sait qu'on vit en général à que 30 000 jours jusqu'à l'âge de 82 ans. 30 000. Et la moitié du temps, on dort. Ça veut dire que 15 000 jours, on est au lit, on dort. On n'a que 15 000 jours pour vraiment faire ce qu'on a envie de faire. Jusqu'à 50, tu fais pas grand-chose. Hein? Tu es à la maison, puis tu es un peu dépendant de la famille pour vivre. Mais après, quand tu commences vraiment à prendre des décisions qui t'apportent la valeur, c'est là où tu vois qu'à travers une discipline, on arrive de faire beaucoup plus avec ces 15 000 jours qui nous restent. Et cette discipline qu'on doit appliquer à la vie nous permettre en fait de surpasser les obstacles. Que des moments difficiles pour les autres et des moments normaux pour toi. Et c'est comme ça que tu construis ta vie
un travers, une discipline, de faire des choses que tu n'aimes pas faire, d'aimer ce qu'on ne fait pas, de faire la peur ta maison presque, où tu dis, mais j'ai pas peur de perdre, mais j'ai cette envie de gagner. Et ça, c'est qu'un travers de la manière qu'on pense. Quand on pense que c'est impossible, c'est sûr que ça peut pas être possible. Mais quand je me donne une bonne chance de dire que c'est possible, déjà, là, j'applique ces disciplines pour m'entraîner. J'applique ces disciplines de faire ce que j'ai pas envie de faire. Et là, tout d'un coup, tu vois, waouh, ça devient possible. C'est, tu connais Jocko Willink, ça te parle ou pas? Ouais. Cette grande, lui, son gros mantra, c'est discipline equals freedom. Exactement. Enfin, moi, ça me parle. Tu vois, j'aime faire du sport. J'en ai parlé ici au moment où je te parle. Je prépare. Ça reste tout petit, mais un semi-Ironman dans 10 jours, tu vois. Donc là, je fais attention à ce que je mange. Je m'entraîne tous les jours ou presque. Et je trouve ça, en fait, je me sens vachement bien. Je trouve ça hyper cool. C'est ça, ça donne une structure. Ouais. Ça donne de la motivation de faire des choses que normalement tu n'as pas envie de faire parce que les gens pensent que, en fait, la vie, il doit être facile. Non, la vie, il est comme il est. Et puis si nous, on n'est pas mieux, la vie peut devenir plus difficile ou plus facile. Mais il y a des gens qui veulent se rendre la vie facile, qui se disent en fait, j'ai pas de raison de faire d'aller courir ou de faire des abdos le matin ou de me donner des peines en plus pour apprendre à gérer, d'être en forme physique, d'être en forme mentale, de lire des livres en plus. Je préfère en fait rester chez moi et regarder des séries à la télé et en mangeant des chips. Ouais, mais après, est-ce qu'ils sont vraiment contents à l'intérieur d'eux-mêmes? Quand ils se regardent dans le miroir, et puis ils disent, mais est-ce que je suis content avec mes choix? Et s'ils sont contents avec leurs choix, c'est bien, parce que tu as quelqu'un qui est content qui est aligné. D'être comme ça. Mais on peut pas être tout le monde comme ça. Ça veut dire que, pour moi, je crois dans cette conviction. Quand tu es convaincu que tu peux vraiment faire quelque chose, même si ça n'a jamais été fait par avant. Cette conviction te permet de faire des choses que tu n'aimes pas faire et que les autres commencent à croire en toi. Quand je vais traverser les pôles Nord ou les pôles Sud, ou je pars en expédition, quelque chose que j'ai jamais fait par avant, je suis convaincu que je peux arriver, même si je sais que si je fais une erreur, je peux mourir. Mais cette conviction, faire en sorte que je crois en moi-même. Et de croire en toi-même, tu dois être physiquement et mentalement préparé. C'est la grosse différence chez toi, c'est que ces convictions ou ces rêves que tu veux accomplir, par rapport à beaucoup d'autres, aux miens notamment, hein, c'est que la mort dedans rentre dans l'équation. Très clairement. On va revenir là-dessus. Je voudrais juste rester sur ce truc du discipline equals freedom. Toi, tu as été militaire. Jocko Willink également, Navy SEAL. Est-ce que c'est un truc de militaire, ça? Est-ce que... et tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'à la fois, moi, j'y crois assez dur comme fer. Je pense que... En ce moment, il y a une grande vague de... on parle beaucoup de santé mentale, de savoir se laisser aller, etc. Je trouve ça super bien. Mais je trouve aussi qu'il y a justement une sous-valorisation de la discipline. C'est-à-dire que souvent, quand tu es bien discipliné sur pas mal de choses, tu disais, ça te permet d'être heureux. T'es heureux, toi? Ah, mais moi, je dis... Aujourd'hui, et puis pendant toute ma vie, souvent, dans les moments un peu difficiles, je me demande ou je me pose la même question. La question, c'est que est-ce que tu fais vraiment ce qui te rend heureux et qui t'apporte la valeur? Et la question et la réponse est toujours un peu pareille. C'est que je suis exactement où j'ai choisi d'être à ce moment. Et c'est sûr que des moments difficiles, c'est là où la vie devient un peu intéressante. Et pour moi, qui est un explorateur,
je choisis de faire des choses qui est difficiles parce que ça me rend heureuse. Quand la vie est presque trop facile, c'est là où j'ai trop de temps de réfléchir. C'est là où on pense à beaucoup d'autres choses. Et puis, c'est presque les temps perdus parce que on n'a pas vraiment une vision claire sur où tu vas aller. C'est des idées qui partent un peu dans l'air comme ça. Et puis, dès qu'on commence à structurer ces idées, c'est là où tu dis, ah ouais, mais c'est ça que je veux faire. Et nous, on a besoin de notre vie, une structure. C'est les militaires, comme tu as bien mentionné. Oui, ça m'a apporté une discipline, mais je suis pas par nature quelqu'un discipliné. Une discipline, ça s'éduque à la maison. C'est d'avoir des respects. C'est les valeurs humaines qui amènent une discipline dans la vie. De respecter les gens. Il ment. Je vous dis, il ment. Non, ouais. Je rigole, j'ai pas ça naturellement. J'ai lu quelque part que quand tu étais petit avec ton père, tu allais courir avec lui tous les jours à 6h du matin. Mais tous les jours. Et il te dit la discipline, c'est pas inné chez toi quand même, tu vois. Mais que je veux dire, c'est que là, c'était... À 6 ans, 7 ans, 8 ans, non, c'est ça? Non, j'ai commencé à 8 ans, ouais. 8 ans. Et puis après aussi, j'ai eu une seule règle. Et puis les règles, c'était à 6h du soir, je dois être à la maison. Je n'ai pas besoin de dire à mon papa où je veux passer ma journée. C'est en rentrant que mon papa était là. À 6h, je voulais partager avec lui ce que je faisais. Et parce qu'il y avait une seule règle facile à suivre, à 6h du soir, tous les soirs, j'étais à la maison. Dans un pays dangereux, quand même, non? C'était dangereux. L'Afrique du Sud était, c'est sûr qu'on était pendant l'époque d'apartheid. Il y avait beaucoup de manifestations contre les Blancs et contre les Noirs, et puis brûler des gens dans les roues de l'Afrique du Sud. Malgré ça, tes parents te laissaient sortir? Laisser aller. Ok. Et puis, c'est justement là où tu dis que si on donne la liberté avec la responsabilité aux enfants, il y a certains enfants qui savent quoi faire et les autres qu'on doit emmener un peu par leurs mains parce qu'ils sont pas aussi dans l'esprit de survie, d'exploration, de découverte et tout ça. Ça, c'était à quel âge, ton 18 heures à partir aussi de 8 ans. Quand mon papa, il me disait, mais il se réveille, ces petits garçons, ils se réveillent à 6h du matin pour aller courir avec moi. Je sais qu'après, il est discipliné pour rentrer 6h du soir. Je sais qu'il y avait une autre règle qui disait, ma maman me disait que tu dois rentrer comme t'as parti. Je veux pas que tu rentres avec les os cassés. Je veux pas que tu rentres avec complètement fracassé. Tu dois rentrer exactement comme t'as parti. Et si tu as eu un problème, aussi il y avait un accident, il faut venir me dire. Okay. Et cette communication qu'aujourd'hui on donne pas, on essaie toujours d'amener nos enfants par leurs mains en disant mais il faut pas approcher ces falaises, il faut pas. Moi, je pouvais aller aux falaises et je pouvais regarder en prenant des risques, c'est sûr. Mais après, ça m'a appris de prendre des décisions qui est calculées. Et si on n'a jamais pris des décisions jeunes, qui est des décisions pas mal importantes, comment on apprend d'avoir une discipline, comment on apprend d'avoir une autonomie si on l'a jamais fait? Et tu crois que je peux faire ça, moi, avec mes enfants dans Paris, leur dire à 18h, tu rentres, à partir de 9 ans, 8 ans Je pense que c'est plus difficile dans les grandes villes, mais il faut aussi leur donner une certaine liberté qui est naturellement pour toi, tu vis ici, tu connais les dangers. Et puis, il y a un moment que eux, tu dois dire que, écoute, même dans une grande surface,
tu n'as pas besoin d'être à côté de moi. Mais dans 15 minutes, on voit là. Et là, les gamins, ils partent, ils découvrent, ils commencent de regarder autour de lui. Et tu dois aussi éduquer tes enfants vis-à-vis la manière d'observer ce qui se passe autour d'eux. De dire que aussi, quand il y a quelqu'un qui arrive vers toi, qui veut parler avec toi, tu dis non, mon papa, il est là, moi, j'ai pas le droit. Dites les choses. Comme ça, on sait que t'es pas faible déjà aussi, hein. Ça te donne exactement. Une certaine force. Quand quelqu'un arrive vers toi en disant mais gna 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 gna, et avec les intentions qui est pas clair, pas clair, ouais. Un enfant qui répond non, je veux pas. Il va aller voir un autre. Il va avoir quelqu'un qui est beaucoup plus fragile, parce qu'il sait que cet enfant est éduqué. Il sait que en fait, il est préparé pour ça. Et puis c'est pas des cibles faciles. Passionnant. Tes deux filles, donc Annika, Jessica, qui est là dans le bureau de Cosa Vostra, tu les as éduquées, t'en as pris tous ces grands principes quand même, parce qu'elles ont été élevées en Suisse, c'est ça? Alors tu me diras, tu les as peut-être moins vues que ton père t'a vu. Mais... Oui, c'est sûr que moi j'étais un 5 ans, 32 jours à la maison. Sur 5 ans, 32 jours à la maison. Mais pas 32 jours de suite, mais juste peut-être 3 jours là, 2 jours, une semaine. Ça, c'était dans les années 90 ? Ouais, exactement. Quand je faisais mes expéditions qui duraient 2 ans, 1 année, et tout ça. Et puis, on a décidé avec Cathy, j'ai marié une femme, mais extraordinaire. J'ai l'impression qu'elle était belle, je dois te dire, je l'ai vue hier encore, elle était tellement belle ta femme, et elle avait l'air, vous aviez cette relation incroyable, ça m'émeut rien de... Ouais, mais qui me donnait la liberté de faire ce que je voulais faire, parce que on était clair sur l'intention de ce qu'on voulait dans la vie. Et puis dès que tu es clair, c'est là où tu résous pas mal de problèmes. Si tu es pas clair, c'est là où un moment de conflit va détruire une relation à travers une simple communication qui n'était pas claire. Ouais, tu vois, j'avais cette question. Quel était le deal, en fait, dans la famille, quoi? Et quel était le deal? T'étais clair sur quoi, toi? J'étais clair sur que je voulais gagner ma vie en faisant ce que j'aime. Et ma femme a dit, mais écoute, je te donne la liberté de faire ce que tu aimes, mais tu dois tout faire pour rentrer vivant. Et puis, ça veut dire que c'est pas parce qu'on n'aime pas notre famille qu'on parte, c'est parce que la famille te donne la liberté. Et puis après, la responsabilité de la liberté, c'est de rentrer vivant. Est-ce que tu lui donnais quelque chose en retour? Est-ce qu'il y avait dans le deal quelque chose pour elle? Je pense que un papa, c'est quelqu'un qui doit donner quelque chose à ses enfants qui est unique. Ça veut dire que mes enfants, Annika et Jessica, pouvaient pas trouver ce que je leur donnais, pas physiquement en achetant un vélo, un truc comme ça, mais émotionnellement vers un autre homme. Ça veut dire que pour eux, leur papa était cet explorateur qui leur donnait quelque chose qui était unique, qu'ils pouvaient trouver que vers moi. Putain, je suis en train de me dire être le gendre de Mike Horn, quoi. Ça, c'est t'es au gendre, c'est un sacré aventurier. Moi, j'aurais les boules d'être ton gendre, en fait. Mais imagine en fait que mes filles qui vivaient à la maison, j'ai jamais rentré. On a décidé avec Cathy de pas rentrer à la maison et de déstabiliser ce qui est important pour mes filles. Ça veut dire que dès qu'un papa arrive, et puis il n'était pas là pour longtemps, l'enfant, il veut pas qu'il parte. Ça veut dire que je dois pas rentrer parce qu'il n'y a pas de séparation si je rentre pas. Ça veut dire qu'Annika et Jessica sont toujours venus me voir sur les terrains. Okay. C'était eux qui me quittaient. C'est pas... Ils sont venus pendant les vacances et quand on pensait que c'était important, on a même enlevé mes enfants, Annika et Jessica, de l'école pour venir me voir parce que on construisait notre famille.
Et la construction de notre famille, c'était pas un papa qui va aller bosser et qui rentre le soir, peut-être quand l'enfant, il dort déjà ou quand il est fatigué. C'était ma famille qui est venue voir leur papa au boulot. Ça veut dire qu'il quittait la Suisse et mes enfants étaient au fin fond de la jungle, au milieu de la Sibérie. À 10 et 11 ans, ils ont traversé l'île de Bailot qui était 500 kilomètres en faisant quelque chose qu'aucun autre enfant n'a jamais fait. Et au fur et à mesure, je leur ai donné cette envie d'explorer, cette envie de venir me voir, cette connaissance comment attraper un crocodile dans l'Amazone et montrer comment ça se fait. Et c'était une famille. Et là, on a soudé ces liens qui disent, mais waouh, papa, on va rentrer maintenant, on va à l'école, mais dans 3 semaines, on va revenir. Et puis, c'était eux qui me quittaient. Et leur papa était juste dans son milieu, avancé. Et puis après, ils vont venir me voir dans un lieu qui est un peu différent, où ils apprennent des autres choses. Et cette deal qu'on a fait avec Cathy était bien réfléchi, était bien préparé. C'est pour ça, aujourd'hui, j'ai toujours mes 2 filles autour de moi et j'ai un peu de la peine de dire, mais vas-y, parte un peu maintenant et trouve ce que vous voulez faire. En même temps, il veut pas parce qu'il trouve ce qu'il veut faire autour de ce que nous, on a fait toute notre vie. Ouais, c'est difficile. C'est vrai que je vois ces images aussi où tu les retrouves par moments par surprise dans Latitude Zéro, là, quand tu arrives presque sur l'océan Pacifique, t'es donc en Amérique du Sud et en fait t'étais en vélo, je crois, quand on rejoint et c'est vrai que ces images sont très émouvantes parce que tu t'y attendais pas à ce moment-là, en tout cas peut-être un peu plus tard, c'était en avance et c'est vrai que pour elle ça doit être des souvenirs assez incroyables et uniques, quoi. Il y a pas beaucoup d'enfants qui ont eu ça, quoi. Et puis en même temps, mes enfants, parce que je l'amenais aussi en expédition, c'était là où je installais les valeurs humaines qui est nécessaire dans la vie, pour tous les jours, d'être sûr de toi, d'avoir confiance, de dire que c'est normal d'avoir peur. C'est normal de pas toujours savoir ce qui va se passer dans la future. Et de gérer des problèmes de la vie à travers de l'exploration en faisant des expéditions comme aller au pôle Nord. Jusqu'à aujourd'hui. Les gérer comme ils viennent, ces problèmes de la vie. Exactement. Il faut pas imaginer toujours des problèmes plus grands que ça peut être. Il faut pas toujours voir des passés mieux que c'était et la future plus mal que ça va être. Ça veut dire qu'il faut vivre dans les moments présents. Et ça, c'est important pour les enfants. S'ils ne vivent pas dans les moments présents, si on est tout le temps autour si on ne le laisse pas tomber, on éduque un enfant, mais on n'éduque pas un enfant qui peut vivre à 100% de ses capacités. J'essaie de transposer un peu ce que tu dis sur le deal, tu vois, dans la famille, parce que je pense que c'est très important. C'est une sorte d'incompréhension où, en fait, de temps en temps, dans un couple, dans une famille, tu vas chercher, tu sais, un peu peut-être à modeler, à transformer l'autre, etc. Ou même... D'ailleurs, ce deal, j'imagine que toi-même, tu peux te transformer dans la vie et aller aussi vers d'autres orientations à un moment. C'est pas simple quand même à tenir sur la durée, ça. Mais vous, ça a été. Tu parles de ces 5 années. Ça a été. Il y a eu un moment où il y a eu une densité d'aventure qui était plus forte que par la suite, dans les années justement 90 ou... Ouais, il y avait un moment que moi je croyais que je dois jamais arrêter. J'ai fini la descente de l'Amazone à la nage. Après, tout de suite... dans ton hydrospeed, il faut regarder ce reportage, il est extra. Et puis, je nage 7000 km, j'arrive au milieu de l'embouchure de l'Amazone qui fait 321 km là. Le mec, juste pour ceux qui ne l'ont pas vu, se casse la rotule quand même. Ouais, je pète. Après un mois, je pète la rotule. Un mois sur 6. Et puis après, je dis, quoi. Mais t'as pas le choix, de toute façon, tu dois repartir, c'est ça. Exactement. Des fois, on a trop d'options dans la vie. Et puis, si tu enlèves toutes les options, c'est là où
tu es un peu forcé par la situation de faire ce qu'on fait. C'est toujours un peu l'humilité que tu as en face, parce que j'ai pas l'habitude d'être en face d'énergumènes comme toi. Tu vois, c'est que tout à l'heure, j'ai remarqué que tu avais un bout de doigt coupé. Et je savais que tu avais perdu des doigts de pied, je crois aussi. Non, mais des doigts de pied, ça va, mais j'ai perdu 3 petites bouts de doigts. Et puis, moi, je le coupe dans l'entente. Moi, je le coupe moi-même. Le doigt? Ah oui. Ouais, si. Ouais, on est plat. À cause du gel, ouais, t'as pas le choix. Et puis, autrement, tu vas choper des gangrènes, et puis tu peux pas avancer. Ça veut dire que il faut faire des choses que tu n'aimes pas des fois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec Mike Horn, quand tu vois un bout de doigt coupé, tu dis, tu vois, si tu vois ça chez quelqu'un de normal, tu te dis, oh le pauvre, il a un doigt coupé. Et chez toi, tu te dis, bon, c'est juste un petit truc pour lui, c'est pas grave, quoi. Exactement. T'as coupé son doigt toi-même? Ouais, quand j'ai vu, en fait, c'était une histoire, mais complètement en erreur que moi j'ai fait. Normalement, j'attache mes lacets. La même chose tous les jours. Un lacet, une fois bien attaché, il ne se défait pas. Okay. Et les matins, j'étais un peu en retard. Pas en retard. Je veux dire que j'étais 4 minutes. J'étais 4 minutes en avance et pas 6 minutes en avance. Et je dis, mais il faut que je sorte la tente vite. Et puis, je suis un peu pressé. J'attache mes chaussures un peu mal. Et puis, je sors la tente, je plie la tente, je mets tous mes matériels dans la luge, j'accroche la luge et je commence de skier. Il fait moins 40, là. Ouais, il fait moins 50, il y a du vent et tout ça. Et moi, je suis content parce que j'avance bien. Et tout d'un coup, je regarde en moi et je vois un de mes lacets qui est défait et mon pied qui commence de sortir des chaussures quand je pousse les skis en avant. Et puis là, je dis, mais ça peut pas continuer comme ça parce que je suis pas efficace. Je brûle des calories pour rien. J'avance pas à la vitesse que je dois avancer. Et je dis, mais écoute, je marche, je réchauffe un peu plus vite pour réchauffer mon corps. J'enlève mes moufles, j'attache mes lacets et je continue. J'accélère, je réchauffe un tout petit peu. Quand j'ai eu bien mes mains bien chaudes, c'est là où j'arrête. Je mets mes moufles sur mes bras parce que ça reste chaud. Ouais. Ça reste bien chaud. Je suis à genoux, j'attache mes chaussures. Et puis pendant que j'ai attaché ma chaussure, en fait, mon gant a tombé sur la glace et des vents a mené mon gant. Et je ne le voyais pas. La chaussure attachée, plus de gants. Il n'y a pas de gants. Et l'autre, j'ai mis mon main et j'ai une main droite qui a froid. J'enlève la luge, je regarde et je vois mon gant qui est amené par des vents et il roule comme ça sur la glace. Vite, je cours derrière, j'attrape mon gant, mais là, maintenant, je ne sens plus mes doigts. Et je dis, ouais, je vais mettre vite mon main dans les gants et puis ça va réchauffer. Je prends mon gant, j'enlève la neige qui est à l'intérieur parce que la neige souffle et puis ça rentre dans les gants. Et je mets mon main, je commence à marcher. Mais je ne sens plus mes doigts. Une heure plus tard, toujours pas de sentiment, de sensation. Oui. Et puis je dis, mais quoi, ça va pas. Il faut que maintenant ça réchauffe. Et je marche encore 1 heure. Et là, je dis, mais c'est bizarre, maintenant ça passe déjà 2 heures et puis j'ai toujours pas la sensibilité. Et c'est là où je décide de mettre la tente et de rentrer dans la tente pour voir si je peux réchauffer mes mains. Et puis en levant la gant, je voyais que c'était complètement, mes doigts étaient blancs. Et là, je dis, oh mince, c'est la plus grande erreur que j'ai fait. Pourquoi j'ai pas arrêté tout de suite? Et puis j'ai tout de suite mis la tente. Mais des fois, on essaye de récupérer des situations qui n'est pas récupérable, en fait. Et je fonde la glace, je le chauffe à 37 degrés la température de notre corps.
je peux pas mettre mes doigts, en fait, mes mains sur du feu parce que là, tu grilles des saucisses, en fait, presque. Je le mets dans la neige fondue à 37 degrés et gentiment, il a la sensation qui arrive au bout de mes doigts. Et je dis, waouh, moi, je l'ai récupéré. Et je suis tellement fatigué, il y a tellement de douleur que je prends la morphine, une MST, c'est une petite pilule juste pour couper ce qui est douloureux. Et puis, je m'endors, et puis on dort jamais plus que 2 heures, parce qu'on peut aussi geler à l'intérieur la tente. Okay. Et là, je m'endors, et je me réveille, et mes doigts sont de nouveau gelés. Il n'y a plus de sensation. Et là, je la remets dans l'eau. Et puis, on sait bien, si on enlève la viande d'un congélateur, et puis il est dégelé, on ne peut pas la remettre dedans. Il pourrit. Et c'est ça. Les erreurs que j'ai fait moi-même, les erreurs de débutant, même avec pas mal d'expérience, et je disais rien à Cathy. Je disais, tout va bien, nickel et tout ça. Mais ma vie a commencé de changer. Parce que maintenant, je peux plus travailler avec ses mains. Je peux plus mettre la tente comme il faut. Ça me prend beaucoup plus de temps de pacter la luge, les tentes et tout ça. Ça fait mal. Ça fait mal, mais c'est comme quelqu'un tape avec un marteau sur tes doigts 24 heures sur 24. Et là, je dis, mais il faut amputer. Et puis, j'attends que c'est gelé, que je sens pas, et je prends encore un peu de morphine, et je dois couper dans la vive, mais pas vraiment dans la partie morte, parce qu'autrement, tu enlèves rien. Ouais. Et j'arrivais de couper, et puis après, avec un petit tenaille, couper l'os, et puis on arrive de faire des choses, mais dans cette situation, mais incroyable. Et c'est pas parce que je suis fort, c'est juste que j'ai pas de choix. Et c'est comme ça que, en fait, je voyais les autres doigts, les os qui étaient gelés, et puis je dis, mais là, il faut y aller vite au pôle. Et puis après 6 jours, ça a commencé d'aggraver. J'ai commencé d'avoir des infections. Et puis là, je disais juste à Cathy, par téléphone un jour, que j'ai gelé les doigts. Et puis elle a dit, mais Mike, il faut rentrer tout de suite. Et c'est ça qui est important. Des fois, on est tellement motivé. On croit tellement qu'on peut arriver qu'on perd la logique. Et Cathy a mené cette logique et cette vision claire dans ce que je faisais. Et elle a dit, mais Mike, maintenant, tu arrêtes, j'appelle les sponsors et tu abandonnes. Mais tu peux pas vivre sans main. Et moi, je voulais pas accepter que j'arrête et il y a un échec de ma vie. Parce que l'échec, pour un explorateur, il est lourd à porter. Hein. Et puis, si tu as eu pas mal de succès, et puis un seul échec, tu es déterminé par la dernière exploit. Et puis, tu as eu pas mal de succès, mais aussi qui ont été parsemés de douleurs. Je veux dire, tu avais déjà vécu des douleurs extrêmes, des morsures des serpents, des trucs où tu as cru que tu allais mourir plusieurs fois. Je veux dire, il y a un moment où, en fait, quand c'est extrême, tu te dis, bon, bah, c'en est juste une de plus, ça va aller. Ça fait mal, mais ça va aller. Exactement. On prend l'habitude d'avoir mal. On prend l'habitude de dire que ça va aller. Quand j'ai pété mon genou en descendant dans l'Amazone, je disais, mais quand j'ai descendu de ces 7000 km un peu en hydrospeed à la nage, je disais, mais j'ai pété mon genou, mais je peux pas rester là parce que je vais mourir. Il faut que je sors au prochain village qui était à 1 semaine de nage. Et puis là, 1 semaine plus tard, tu arrives à Atalaya, tu dis, mais j'ai nagé 1 semaine. Pourquoi pas continuer? Et c'est comme ça qu'on prend l'habitude des choses parce qu'on veut pas abandonner. Mais parce qu'on est fier. Et ça c'est des fois un peu difficile pour les explorateurs. Ouais.
J'ai eu, alors j'ai enregistré cette semaine avec quelqu'un qui est pas explorateur, mais qui a fait quelques petites aventures, et notamment qui s'appelle Jean-David Blanc, le créateur d'Allociné et de Molotov, des grosses entreprises, très belles entreprises dans la tech française. Et il me racontait que, en fait, dans une période de sa vie où il était entre plusieurs entreprises, il faisait beaucoup de parapente motorisé. Ouais. Et il est allé dans l'Himalaya, et je dirais que c'est Annapurna, ou enfin des grands sommets là-bas. Et en fait, il a eu un accident. Dans le brouillard, il s'est pris une paroi. Et il a eu de la chance parce qu'il est tombé sur un buisson au milieu de la paroi, mais voilà. Et il a eu derrière, faut aller jusqu'au bout de l'épisode pour ceux qui n'ont pas écouté, mais vraiment très sympa. Il raconte qu'il a eu 3 jours de marche, quasiment sans rien à manger, juste à pouvoir boire ce qu'il pouvait trouver, etc., etc. Ce qui pour toi est une petite aventure, lui était l'aventure de sa vie, j'exagère un peu, mais il me dit, quand il est arrivé, qu'il a vu à un endroit une forme d'un truc qui était un peu carré, qui avait pas l'air naturel, il s'est dit ça doit être un truc humain. Il est allé vers là-bas et il me dit, au moment où j'ai trouvé des villageois, des personnes qui allaient prendre soin de moi, je me suis effondré. En fait, il me dit, j'étais encore complètement alerte, fatigué, etc. Ouais. J'avais faim, j'avais tout ça, mais en fait, dès que j'ai compris que quelqu'un allait prendre soin de moi, il n'y avait plus de son, plus d'image, plus rien, en fait. Voilà. T'as déjà ressenti ce genre de choses, toi, ou tu vois ce que je veux dire, un peu ce moment où tu vas puiser dans tes ressources très très fort, mais parce que t'as pas le choix, mais à partir du moment où t'as le choix, où il y a quelqu'un d'autre qui va potentiellement te récupérer. C'est sûr que la dernière expédition que j'ai fait, la traversée du pôle Nord, puis avec les changements de notre climat, la glace n'était pas aussi épaisse. J'ai tombé dans l'eau à -50 et tout ça. On a vraiment cette envie très forte de rester vivant. Mm. Et puis, l'expédition durait 138 jours. Et à la fin, quand on a eu plus de nourriture, c'est là où tu cours pour ta vie. Et puis, quand tu cours pour ta vie, tu sais que tu as des ressources qui sont limitées. Mm. Tu peux être mentalement fort, mais physiquement, tu vas affaiblir. Et puis, on arrivait au bateau qui était pris dans la glace au bout de nous-mêmes. Mais parce que je suis toujours dans la nature, je suis toujours dans l'extrême. Je prends soin de moi. Mm. Je ne laisse pas tomber mes gardes, même fatigués. Jusqu'au moment que je arrive quelque part où je peux fermer une porte derrière moi, où c'est pas toujours moi qui dois regarder autour de nous. Même dans l'avion, je reste alerte. Et puis je pense que c'est ça qui est important pour nous, c'est que des fois on n'est pas conscient de ce que se passe autour de nous parce que on lâche. Mais c'est mon métier. Et puis, à 18 ans, quand j'étais dans la force spéciale de l'Afrique du Sud, et j'étais sélectionné de 4000 à 4, on dit 4 qui a fini la sélection, tu es sélectionné pour ton aspect mental, physique, la manière que tu prends des décisions, un peu la rapidité de prendre des décisions vitales. Et puis, c'est une année de cours. Et puis, moi, je ne me voyais pas beaucoup plus fort que les autres, différent que les autres. La seule différence que je voyais, c'était dans la manière que je pensais. Ça veut dire que les 3 autres copains qui étaient sélectionnés avec moi voulaient partir pour faire la guerre en Afrique. Ça, c'était pourquoi ils voulaient aller. Et moi, je voulais survivre la guerre. Ça, c'est notre objectif. Je pars pour survivre. Je pars pas pour faire la guerre. Et les résultats des 3 autres, malheureusement, ils sont plus là. Et parce que j'ai une approche qui est un peu différente, je suis convaincu dans la manière qu'on pense, on détermine un peu notre destination. Et puis, la destination dans la vie, c'est pas parce que j'ai
j'ai peur de faire la guerre. C'est que je dois prendre des bonnes décisions pour survivre, pour faire bien la guerre. On dit souvent, en effet, qu'un bon soldat est un soldat vivant. Et à la fois, ce qui est difficile dans une stratégie comme ça, c'est de se dire comment tu places le curseur entre, tu vois, un moment où tu dois aller plus loin ou pas y aller, et où on pourrait potentiellement te qualifier de lâche, ou parce que d'autres, ils vont, mais ils sont morts. Alors peut-être héroïque ou pas toujours, potentiellement idiot, je sais pas. Ou est-ce que c'est pas facile à mettre ce curseur là quand même dans tout ça. C'est extrêmement difficile. Quand on est en montagne, j'étais 3 fois au K2, j'ai jamais arrivé au sommet. Et puis c'est sûr que t'es nul. Ouais, mais je suis nul, bébé. Et puis c'est un échec chaque fois quand j'arrive en bas. T'as toujours des messages pas mal méchants. Ouais. Et puis, t'es nul, comme tu dis. Et puis, il est trop vieux et tout ça. Mais les décisions qu'on prend, c'est vis-à-vis de notre situation à 8000 mètres, des conditions de neige et la manière qu'on grimpe. Ça veut dire que je décide de partir sans porteur, sans oxygène, et je grimpe avec un pote de moi. Okay. Ça veut dire qu'à deux, on n'est pas attaché, on grimpe en style alpin, et dès qu'on arrive à 8000 mètres, 8200, 8400 mètres, on doit prendre des décisions vitales. Sachant que ce que m'expliquait Kylian Jornet et différentes personnes ici, que j'ai reçues aussi d'ailleurs, Sébastien de Lafont, pardon, je me trompe peut-être, ça va me revenir, mais ton cerveau fonctionne au ralenti. Hein, à 8000 mètres, tes décisions... T'as 7% d'oxygène, ça veut dire que notre cerveau, il fonctionne pas. Il fonctionne à 7%, quoi. Et puis, en fait, tu sors de ton corps et tu es là, tu voles, tu vas bien, tout est nickel. Mais en fait, gentiment, tu es en train de mourir. Et ça, c'est un peu... Frédéric Jousset, pardon. Ouais. Et ça, c'est dangereux parce que c'est là où tu as envie d'y aller au sommet, mais peut-être tu n'as pas assez de force pour rentrer. Et on voit que du sommet comme notre destination finale. Mais en fait, c'est mi-parcours du sommet. Dès que tu arrives au sommet, il faut avoir la force pour rentrer. Et moi, je regarde toujours, pas du sommet comme destination finale, mais de nouveau, les camps basses, en bas. C'est sûr que la plupart des morts se font sur le retour, je crois, souvent. Hein. À 100%. 100%, ouais. Ce qu'on te dit, hein, des délires, des choses, justement, Kylian Jornet qui me dit j'ai eu un moment, un blackout pendant 3-4 heures, je sais pas ce que j'ai fait, en fait. Il se souvient pas. Ouais, et puis Kylian, qui est quand même un athlète extraordinaire, qui peut faire des trucs, mais en course à pied, en trail et à 8000 mètres que très peu de monde peut faire. Mais on passe, tout le monde par ces moments où on sait plus où on est. Et si on n'est pas bien préparé, si on n'a pas mémorisé la route, si on regarde pas des fois en arrière pour avoir des repères quand on rentre, on peut être perdu. Et ça, c'est assez fou parce que dans ton parcours, j'aimerais que tu m'expliques un peu où est-ce que tu places aussi cet autre curseur. Là, tu me parles de la survie, mais de la préparation. Parce qu'en effet, à la fois, tu es ultra préparé, à la fois, tu as plein de trucs, à la fois, tu vois, je te vois partir sur ton bateau, l'ancien, pas Pangea, mais je sais plus comment il s'appelait. Latitude Zéro. Latitude Zéro. Le petit bateau. Ouais. Mais c'est un optimiste, ton truc. Un optimiste à 3, c'est n'importe quoi. Traverser l'Atlantique, le Pacifique, enfin voilà, tous les océans d'ailleurs. Ouais. Alors que tu n'avais jamais fait ça, en fait, réellement, j'ai l'impression. Et donc être capable à la fois... Quand tu fais notamment donc latitude 0, tu étais sur l'équateur, donc le tour du monde sur l'équateur, avec une permission, tu t'étais donné combien ? 30 000 au nord et 30 000 au sud. Ouais. Ça fait quoi en kilomètres, 30 000 ? Ouais, ça fait fois 1,6. D'accord. D'accord. C'est 45 kilomètres, la vache. Donc pas beaucoup, tu avais 100 km, 90 km de delta. Donc du coup, tu dois passer par certaines montagnes de ouf, etc., etc. Et quand je te vois partir là-dessus,
Je vois le bateau, moi j'ai grandi près de la mer, je vois la gueule du truc, je me dis mais tu traverseras jamais ce truc-là. Et en fait, il y a quelques trucs que je vois dans... Alors c'était un autre temps. Tu le dis dans le reportage, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas Google Earth, il n'y avait pas tout ça. Donc... Mais justement, il y avait quand même énormément de random en termes de préparation. Tu te dis mais c'est inconscient. Est-ce que tu es inconscient? Moi je pense qu'il faut avoir... faut être naïf un peu. Mais tu dois être conscient des risques que tu prends. Parce que dans le point de Navy Seals, mais dans les forces spéciales, on t'apprend à être préparé et très conscient aussi. C'est vrai que pour nous, la préparation, c'est clé. Mais aussi, il y a des choses où la marge d'erreur, il est beaucoup plus large. Sur un bateau au milieu de la mer, j'ai choisi un bateau qui parlait vite. J'ai demandé à Laurent Bourgnon, qui est à l'époque un très grand marin et tout ça, que malheureusement est plus là aujourd'hui, mais c'est avec ses conseils qu'on a choisi ce bateau. C'était un petit trimaran de 7 mètres pliable qui était fait pour la navigation côtière, pas pour traverser l'Atlantique. Et lui, il me disait, mais Mike, avec ces bateaux, tu vas vite. Et quand tu vas vite, tu diminues des risques. Tu passes pas beaucoup de temps sur la mer. T'as moins de tempêtes. T'as pas beaucoup d'expérience. Il faut aller à la maxi vitesse. Et c'est là où je dis, d'accord, c'est beau. Et puis, il a dit, mais tu réduis la surface des voiles un peu. Tu mets pas toutes tes voiles en haut. Comme ça, tu diminues des risques. Et quand il y a des grandes tempêtes, quand tu vois que c'est noir autour de toi, tu baisses tes voiles, tu mets la petite voile de tempête et tu vas arriver vivant de l'autre côté. Ça veut dire que je cherchais pas d'optimiser la vitesse tout le temps comme quelqu'un qui court qui fait comme la Vendée Globe. Oui, j'exagère un peu, mais c'est quand même son objectif. Oui, exactement. C'est de dire que là maintenant, je suis en mode de survie parce que je connais pas. Et c'est justement là où les gens peuvent interpréter ça comme pas être conscient. Je suis à 100% conscient des dangers et la manière, même sans la connaissance et sans l'expérience, il est fait en sorte que je peux faire quelques erreurs. Mais c'est justement là où tu dois apprendre à travers de tes erreurs parce qu'il y a beaucoup et beaucoup d'amis de moi qui est plus là aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas eu autant de chance que moi. Il y a un... Parce que j'imagine que vous apprenez énormément. Je voyais ce que tu racontais sur, par exemple, tes sacs pour faire cette descente de l'Amazone, du fleuve. Tu as ces sacs qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui ne sont pas des sacs étanches. Ce sont des sacs pas étanches dans lesquels tu mets des bidons. Des bidons étanches cette fois-ci, 3 bidons. Donc, il y en a un sur lequel tu vas mettre plutôt ton matériel, tes médicaments. D'autres, on reviendra sur la nourriture. Bon, ce genre de choses, tu les as à force de pratique. Dans les explorateurs, les marins, il y a une grande connexion, un grand partage. Il y a des endroits où on peut trouver ces ressources. Il y a une sorte de, je sais pas, du Wikipédia des explorateurs, où ça se fait juste que en rencontrant les gens un par un. À l'époque, c'était très difficile de trouver vraiment des informations. Ça veut dire que quand je voulais descendre de l'Amazone à la nage, par exemple, ou de latitude zéro, j'étais dans la force spéciale de Brésil. C'est eux qui ont formé les Américains pour les guerres en Vietnam. Okay. Ça veut dire que j'étais vers les meilleurs. Je disais, on fait un programme d'échange militaire. Sud-Africain a envoyé là-bas, et puis les Sud-Africains ont pris un Brésilien pour le former dans la guerre des gorilles dans la brousse. Okay. Et moi, j'ai appris à travers la guerre dans la jungle. Et ces programmes d'échange, on va où, en fait, les informations est les plus fraîches. Et c'était comme ça que j'ai appris. Quand j'ai commencé de naviguer, j'étais vers les navigateurs qui a battu des records du monde. Après, j'étais
sur un bateau qui a traversé l'Atlantique en moins que 7 jours, qui a battu le premier bateau à voile qui a traversé l'Atlantique en moins que 7 jours. Après, dans la montagne, j'étais avec les meilleurs grimpeurs. Et c'est très rare d'avoir autant de connaissances parce que normalement, on spécialise. On fait que la montagne, ou on fait que l'exploration polaire, ou on fait que la jungle. Mais moi, chaque fois, j'ai eu une opportunité. T'es un généraliste, toi. T'es pas un spécialiste. Ouais, exactement. Et pour moi, ça me va très bien parce que c'est comme ça que ma vie, il a beaucoup de couleurs. Alors du coup, peut-être qu'il y a moins d'explorateurs qui viennent te voir toi, puisque tu es généraliste, ou quand même, il y en a beaucoup qui viennent sur lesquels tu vas leur expliquer, ou tu partages aussi à ton tour? C'est sûr que, parce que je suis pas un spécialiste, ils doivent trouver leurs informations plus vers les spécialistes. Mais c'est sûr que si c'est dans la jungle, au pôle Nord, à 8000 mètres, ou dans la jungle, ou sur un bateau en mer, il y a un seul constant. C'est l'homme, c'est toi. L'environnement peut changer. L'aliment peut changer. Mais l'homme, il ne change pas. Et c'est justement là où toi, tu dois travailler dans la manière que tu prends des décisions, la manière que tu gères la peur, la manière que tu gères l'effort. Parce que ça détermine en fait si tu vas rentrer vivant ou pas. Et tout ça, chez toi, c'est venu au fur et à mesure. Je veux dire, il y a eu des formations de forces spéciales, il y a eu un certain nombre de choses. Si moi, demain, tu me mets comme ça, là, boum, dans pas mal de tes situations, en fait, juste, je meurs. Je pense que tu as une bonne chance de mourir, ouais. Mais tu as aussi une bonne chance de survivre. Parce que, par nature, tu es quand même un survivant. Tu es en forme. T'as peut-être une meilleure chance de survivre parce que tu as une logique qui te permet de déjà pas mettre ta vie en danger, mais de le mettre plus en sécurité. Et ça, c'est important de savoir. C'est qu'on n'a pas besoin d'être un spécialiste de survivre, mais on a besoin d'avoir une bonne logique. Et dès qu'on applique cette logique dans ce qu'on fait dans les moments difficiles et dangereux, c'est là où on a beaucoup plus de chances de survie que quelqu'un qui reste devant la télé, quelqu'un qui veut pas bouger. Parce que sa zone de confort est moins large que la tienne. Ça veut dire que pendant l'hiver, du matin, avec mes filles, on se réveille et puis après on se met dans l'eau à 3 degrés et puis on essaye de se battre un de l'autre pour rester le plus longtemps possible. Mais c'est pas pour juste dire que je vais dans l'eau froide, c'est d'habituer mon corps de faire quelque chose qui est pas agréable, de faire quelque chose qui a besoin d'une discipline de rester dedans parce que c'est un choix que tu as fait. Et dès que tu fais des choses comme ça, c'est là où ta vie il devient beaucoup plus large. Et quand tu fais ta vie un tout petit peu plus large, tu es plus à l'aise dans les conditions différentes qui, des fois, est des conditions d'extrême pour quelqu'un qui n'a pas fait la même chose, mais qui est des conditions normales pour quelqu'un qui a fait. Est-ce que tu crois que ça, pas que pour toi, mais en règle générale, mettre ces conditions pour avoir un scope un peu plus large, ça augmente tes chances de bonheur? Ah ouais, mais c'est à 100%. Si on élargit pas notre vie, on tourne vraiment autour du même trou. Et puis, il y a un bout d'un moment qu'on dise que, écoute, tu as 2 choix dans la vie. Tu as un choix de dire que je vis sur la falaise. Je marche là où, si je fais une erreur, je risque de mourir. Et cette vie qu'on vit près de la falaise ou la précipice, là, dès que tu fais une erreur, tu tombes et tu es mort. C'est une vie large et intense. Ou tu peux choisir une autre vie qui est loin de la falaise, où la vie est plutôt longue et étroite. Elle n'est pas aussi... Si tu fais une erreur, tu tombes, mais tu vas pas tomber des falaises.
les deux vies est bien. Mais la différence entre les deux vies, c'est la vue. Sur la falaise, tu vois mieux. Tu vois beaucoup plus de choses. La vie est beaucoup plus intéressante. Tu as envie d'avancer. Parce que cette vie qui est large et peut-être courte est beaucoup plus intéressante qu'une vie longue et étroite. Pour moi. Mais pour les autres, peut-être leur vie longue et étroite est mieux adaptée à leur vie. Mais essaye vraiment de changer la direction un tout petit peu. Si tu choisis de vivre loin de la falaise, on a parlé de la préparation. Si tu veux vivre sur la falaise, prépare-toi bien pour faire cette vie large et courte, large et longue. Parce qu'on peut jouer un rôle là-dedans. Et quand on marche loin de la falaise, essaie d'approcher un peu des falaises, que tous les jours tu vois un tout petit peu plus. Et là, la vie va devenir un tout petit peu plus intéressante avec des autres valeurs. On sent que tu prends pas mal de recul là-dessus, de réflexion. Je me pose la question, tu sais, dans pas mal de milieux intellectuels, il y a une sorte de... je sais pas si on doit, mais c'est ok, voire c'est bien d'être malheureux. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté un peu prise de tête. Je réfléchis beaucoup, que ce soit littéraire, philosophique, culturel, différent, artistique, etc. Mais être malheureux, ça fait partie du game, tu vois. Parce que ça donne une valeur. Si on dit qu'on est malheureux, c'est parce qu'on travaille trop. Et puis là, c'est la sympathie qu'on recherche. On veut dire donc, ouais, mais tu prends une pause parce que tu travailles trop. La vie est difficile et tout ça. Mais cette sympathie, c'est pas quelque chose que moi je recherche dans ma vie. Je veux plutôt avoir une vie difficile qu'une vie rugueuse. Ouais, une vie qui est trop facile. Oui. Et comme j'essaie toujours de motiver les jeunes et il y a pas mal de jeunes qui suivent ce que je fais parce qu'aujourd'hui on peut communiquer à travers de YouTube, on peut communiquer à travers des réseaux. Et puis les jeunes, aujourd'hui, quand je leur dis, mais écoute les gars, mais tout est possible. Ils disent, mais non, mais c'est pas possible. Parce que dans la tête, ils pensent déjà que impossible et pas possible. Et quand on change la manière qu'on pense, et puis c'est normalement un bouton, et ce bouton fait la différence entre l'envie de gagner et la peur de perdre. Dans la tête, si tu as peur de perdre, dans le business, dans la lecture, dans ce qu'on fait comme métier, si tu as peur de perdre, tu peux jamais vraiment gagner. Parce qu'on protège tellement ce qu'on a qu'on n'ose pas prendre des risques. Il y a un moment dans la vie qu'on doit prendre des risques. Pas inutiles, des risques qui vont rendre notre vie beaucoup plus intéressante. Permettre d'atteindre tes objectifs, quoi. Et c'est vrai que faut pas confondre ne pas avoir peur de perdre et aimer perdre. On peut détester perdre. Moi, je déteste perdre, mais j'ai pas peur de perdre. Mais exactement. Voilà. Et c'est très inspirant, tu vois, pour beaucoup de gens. C'est vraiment les thématiques que je cherche à aborder sur Génération Do It Yourself. C'est vraiment, je pense que tu veux vraiment do it yourself. Tu vois, dans l'approche, c'est vraiment de se dire, ok, ces ressources, les choses que tu vas chercher à l'intérieur. Et ça, je pense, c'est inspirant pour tout le monde. Des questions que je me posais quand j'ai vu sur une de tes confs, je crois que c'était au Grand Rex, il y a 2-3 ans, avant les confinements et tout, je dirais 2019, quelque chose comme ça, dans laquelle tu parles Alors, tu fais beaucoup de conférences, toi, quand même, pour des entreprises, beaucoup de monde, des petits comités, des grands comités, etc. Et tu parles d'un banquier à qui tu parlais des risques, et lui, il te disait, je prends beaucoup de risques. Et alors, c'est
c'est vrai que c'est mis en perspective, tu te dis, même si tu prends des risques sur 2 millions, ou 10 millions, ou 50 millions d'euros, tu te coupes pas un doigt, quoi, tu vois. et comment tu peux, à la fois, tu vois, ça doit être difficile pour toi aussi d'écouter des gens comme ça qui sont très importants, qui prennent vraiment des risques, qui sont très stressants pour eux intérieurement, parce que c'est toute leur vie. Ils risquent de se faire virer, d'avoir des clients mécontents, etc., etc. Et toi, d'avoir aussi cette distance de dire, mais tu vas pas te battre avec un ours, mon chéri, tu vois. Oui, mais il faut relativiser. C'est sûr que dans la vie, chacun vit sa vie et a une perception de ce qu'il fait à travers de ses pensées. Et souvent, quand je fais des conférences et puis on essaie de motiver des gens pour avoir des meilleurs résultats, je commence par vraiment déstabiliser leur milieu un petit peu pour ouvrir leur esprit de pensée. Parce que un risque de perdre de l'argent. Parce que c'est pas ton argent que tu perds. Et un grand risque. Ça veut dire que si tu vois ça comme la plus grande risque, tu es pas bien pour ce boulot. Parce que c'est pas la plus grande risque dans la vie. Parce que tu perds pas ta vie. Ça veut dire que quelqu'un qui le voit comme un risque, qui peut gérer, qu'on va prendre les bonnes décisions, on va se préparer, on va trouver des informations pour que je suis capable de prendre ces risques, il le voit pas comme la plus grande risque de sa vie. Il le voit relative à ce qu'il fait et ses connaissances qui le permettent d'avoir cette position. Et puis, souvent, pour moi, je vois pas ce que je fais comme un risque. Pas du tout. Et c'est justement là où quelqu'un qui a pas de l'expérience me regarde en disant, mais Mike, mais t'as une tête brûlée, tu prends trop de risques. Et moi, je dis, mais tu parles de quoi? Pour moi, je prends pas de risques. Je fais ce que je peux faire avec la connaissance que j'ai accumulée, qui me permettent, en fait, aujourd'hui, de faire la traversée du pôle Nord, la traversée du pôle Sud, de sauter sur un bateau et de traverser l'Atlantique, l'océan Indien, l'océan Pacifique, d'y aller partout où je veux aller, tout simplement parce que j'ai l'expérience. C'est pas un risque. C'est plus un risque. Mais il y a un moment qu'on rentre dans cette zone de risque. Dans l'expérience, petit à petit, tu vas toujours quand même la repousser un peu. Tu vois, je te voyais dire, quand tu sautes de 22 mètres en hydrospeed, dans un endroit où tu sais qu'il y a 1,50 m d'eau au fond. Est-ce que tu le sais avant, ça, qu'il y a 1,50 m en bas? T'as sondé? Exactement. Oui. Ouais, mais ça veut dire que... Moi, j'ai une philosophie qui dit, mais écoute, souvent, on réfléchit trop. Et puis en anglais, on dit overthinking leads to unhappiness. Si tu penses trop, tu vas être malheureux. C'est peut-être le lien des intellectuels tout à l'heure, alors. Exactement. Mais des fois, je saute sans vraiment penser à comment je vais atterrir. Ça, c'est un problème pour plus tard. Et dans la vie, si tu veux tout savoir avant de sauter, tu vas jamais sauter. Moi, j'ai vraiment... Je crois dans cet inconnu qui nous nourrit, qui nous donne des opportunités de prendre la bonne décision quand on a l'intention à l'intérieur de nous qui est bien. Si tu as une intention qui est mauvaise, il faut vraiment, il faut avoir des soucis comment tu vas atterrir. Hein? Il faut plutôt pas sauter. Et c'est justement, si j'ai 5 à 10% de mes réponses avant de partir en expédition, je parte. Et je sais que les autres 90% des réponses, je veux trouver le long de la route. Je veux pas tout savoir avant de partir. Autrement, si tu veux tout savoir, tu vas rester sur place, tu vas jamais partir. Trouve 5%, 10% de tes réponses qui est important.
améliore toi-même et ose de sauter et tu verras, tu vas bien atterrir. Mais il ne faut pas penser à l'atterrissage avant de sauter. Quel est le plus dur dans tout ça? Je veux dire, tu vois, alors, tu as vu des ours, tu t'es pas battu avec des ours quand même, si ou pas, enfin, il y a de temps en temps des ours qui rentrent dans la tente, mais c'est sûr qu'ils sont plus grands que moi. C'est plutôt moi qui suis au froid que l'ours. Mais tu vois, entre justement des problèmes physiques toi-même, tu vois, j'ai lu d'autres trucs dégueulasses, j'y pense, avec, mais je vais pas venir là-dedans. Des problèmes avec des ours, des animaux, des anacondas, des trucs qui te rentrent sous la peau, des problèmes avec des éléments naturels, que ce soit, tu vois, la montagne, la mer, le désert, des problèmes avec des humains, parce que tu as aussi failli être exécuté, etc. Est-ce qu'il y en a un qui, dans l'absolu, ou au moins par rapport à toi, te paraît plus compliqué à gérer que les autres? L'homme est plus compliqué à gérer. Les animaux ont leurs habitudes. On sait ce qu'ils mangent, on sait ce qu'ils font. Quand ils sont malades et tout ça, la rage, il faut faire attention. Et puis ça, c'est dans la jungle avec les singes. Ils peuvent venir vers toi sans avoir peur, arracher tes yeux et tout ça. Et ça, c'est sûr que là, c'est une situation qui est pas très bien. Tu dois savoir te défendre. Quand tu te fais piquer par un serpent, c'est parce que du serpent, il n'a pas eu du temps de partir. Il veut pas t'attaquer. Il n'est pas là pour tuer l'homme. Il n'est pas là pour utiliser ses venins pour tuer quelque chose qu'il peut pas manger. Ça veut dire que quand tu marches sur un serpent, normalement, c'est parce qu'il pouvait pas se déplacer. Il est là, et il est là en train de digérer ce qu'il a mangé et il a utilisé ses poisons, ses venins de tuer ce qu'il mange. Et si tu te fais mordre à ce moment-là, t'as beaucoup de chances de survivre parce qu'il a plus la quantité de venin. Il doit fabriquer de nouveaux du venin. Mais il peut pas juste avoir faim, lui, et se dire, en fait, tiens, il y a Mike Horn, j'ai pas mangé depuis trop longtemps. Non, mais dès qu'ils sont cette vibration qui est lourde et tout ça, il sait qu'il est à risque. Et puis, en fait, quand il a cette vibration qui est très fine comme un rat ou une souris ou un truc, c'est là où ils disent, là on va attaquer. Ça, on peut calculer. On sait aussi bien que si tu es dans la jungle, tout ce qu'un singe mange, tu peux manger. Si tu es pas sûr de ce que tu veux manger, tu regardes, tu observes, et quand tu vois un singe au sommet d'un arbre qui mange des feuilles vertes, grimpe dans l'arbre et mange la même chose. Tu vas pas mourir. Et aussi, après... Un mammifère, dans les grandes lignes, s'il mange un truc, tu peux le manger toi aussi. Exactement. Et tout ce qui est un petit oiseau, des oiseaux mangent en Afrique, tu peux manger. Et comme ça, tu sais plus ou moins ce que tu peux manger et tu peux rester vivant. Mais un animal, il doit se défendre. Et la manière qu'il se défend est toujours pareille, est claire. Mais ta question, c'était le plus grand danger. C'est pas les animaux. Les animaux, on peut calculer leurs actions, mais l'homme, on peut pas calculer. Et quand je faisais l'attitude zéro et je me retrouvais devant ces pelotons d'exécution, c'était parce que je faisais confiance en quelqu'un. Et des moments quand tu fais confiance en quelqu'un et cette confiance est cassée, les situations changent. Mais dans la nature, les situations vis-à-vis des animaux restent pareilles. C'est la difficulté, c'est qu'en effet, alors dans ce que tu dis, tu ne peux pas déduire de cette expérience que faire confiance à quelqu'un, c'est une mauvaise chose, parce que c'est pas une mauvaise chose nécessairement tout le temps. Mais la différence entre l'homme et l'animal, c'est que l'animal, tu sais à quel moment, entre guillemets, t'as confiance ou t'as pas confiance. Et voilà.
Ça, c'est à 100%, mais 100% vrai que l'homme que tu connais pas, et il faut faire moins confiance que l'animal que tu connais pas, en fait. Mais je dis pas qu'on doit perdre la confiance dans les gens. Ils disent des pessimistes, c'est des optimistes avec beaucoup d'expérience. Ça veut dire que dès que tu deviens un peu pessimiste, c'est que tu te fais brûler 2 ou 3 fois. Et jamais je me fais mordu par un serpent. Mais parce que je voulais marcher la nuit, je voulais repousser mes limites, je voulais traverser la jungle plus vite. Ouais. Et puis, en fait, il faut pas. Il a un terrain qu'on doit respecter. Mais l'homme, il peut dire devant toi, écoute, tout va bien, va là, il y a sécurité. Et dès que tu arrives là, c'est pas exactement comme il a dit. Et c'est justement là où je perds pas la confiance dans l'être humain. Mais je dis, mais il faut qu'on réfléchisse différent entre un animal qu'on considère comme dangereuse ou un homme qu'on considère qui est bien. Et en plus, j'imagine que tu ajoutes à ça des éléments culturels. Moi, j'ai découvert en Asie que, tu vois, quand tu poses une question à quelqu'un, tu veux lui demander par où je vais pour aller à tel endroit, il va toujours te donner une direction, même s'il ne sait pas. Parce qu'il ne veut pas te décevoir. Voilà. Ouais. Et du coup, quand même, au début, c'est surprenant parce que tu dis c'est un mythe, mais moi, je l'ai vécu plusieurs fois. C'est-à-dire que tu arrives, tu vas dans un endroit et tu te dis, mais ça, c'était pas du tout là, en fait. Mais ça, c'est les touristes qui ne savent pas poser les questions. et oui, donc en effet, en plus de l'homme et de certaines choses, tu as les cultures quoi, qui changent. Enfin, c'est lié. Hein, mais... Exactement. Ça veut dire que normalement, on voit souvent les touristes qui arrivent avec une carte. Et puis, ils sont un peu dans la jungle. Et puis, ils demandent aux gens locaux, mais d'y aller de là à là, on passe par où? Et puis, les gens disent, mais tu passes comme ça. Mais ils n'ont jamais vu une carte. Ils n'ont jamais vu une carte. Ça veut dire que tu leur donnes la réponse déjà, et eux, ils suivent ce que tu dis. Ça veut dire que moi, je demande toujours... des questions un peu différentes. Tu peux poser une question dans 5 manières complètement différentes. Et si tu as 5 fois les mêmes réponses, probablement c'est la bonne réponse. Mais si tu as 5 réponses complètement différentes, il ne faut pas croire ce qu'ils disent. Ça veut dire que normalement, on demande combien de temps ça va de ce point-là à ce point-là. Et puis après, il va dire, mais ça va passer 6 heures. Mais lui, il n'a même pas de montre. Ça veut dire que pour lui, 6 heures, il sait que c'est long. Mais si c'est 6 ou 8 ou 10 heures, pour lui, c'est pareil. Et tu peux leur dire que aussi, quand tu regardes la distance, tu connais en fait l'environnement, tu sais que tu ne voyages pas loin, vite dans la jungle. Tu dis... Est-ce que ça prend 2 heures de ce point-là à là? Et quand tu sais que ça prend 6 heures et tu demandes d'abord 2 heures et lui il dit oui, ça prend 2 heures, tu dis qu'il ne sait pas. Il ne sait pas. Ou tu peux, après, ils disent mais tu ne penses pas que c'est plus que 10 heures? Ils disent ouais, après peut-être si tu marches lentement, c'est 10 heures. Et tu sais que 10 heures, tu vas être beaucoup plus loin. Ouais. Et c'est la manière qu'on pose les questions quand on voyage. Il faut pas donner la réponse aux gens. Il faut pas la mettre dans une situation où... Ça, je pense que c'est vrai dans la vie de tous les jours, hein, d'ailleurs. Mais je sais pas si tu es d'accord. Mais ça t'est déjà arrivé de rencontrer des gens, tu sais, au milieu, tu vois, peut-être même des touristes ou, je sais pas, d'autres aventuriers, mais dans des situations complètement incongrues, au milieu d'endroits où c'était quasiment impossible, tu vois, où il n'y a pas d'hommes, normalement, ça t'arrive, ça? Mais c'était incroyable parce que sur l'île de Bornéo, j'arrive vers une petite tribu d'Indiens qui a eu du contact avec les gens à l'extérieur et tout ça.
mais où une femme donnée était enceinte et puis elle a accouché. Et puis j'étais là pour lui donner un coup de main parce qu'elle était seule. Et ça, c'est des trucs que tu penses jamais que tu vas faire au départ d'une expédition. Et parce que dans mes études, j'ai travaillé dans l'hôpital et puis j'étais là pour donner des coups de main aux femmes et puis tout ça. Je pouvais donner un coup de main. Après aussi, dans l'Amazone, il y a beaucoup de bois qui est coupé légalement et c'est encore coupé avec l'âche quand il n'y a pas de tronçonneuse et de gasoil. Et j'ai coupé et j'arrivais vers quelqu'un qui a vraiment coupé sa jambe. Aïe. Et là, tu peux donner vraiment un coup de main aux gens pour sauver leur vie. Ouais. Et ça, c'est des choses que normalement nous arrivent parce qu'on est loin de la sécurité des grandes villes et des accidents qui arrivent normalement dans les régions comme ça. C'est des accidents qui sont pas mal graves et des fois mortels. Et moi, j'arrivais d'arrêter parce qu'il saignait. Et avec un t-shirt et puis en fait, un garrot, avec des garrots et tout ça. Et puis après, je pouvais le transporter jusqu'à sa maison. Et puis c'était vraiment... si j'étais pas là, il a très peu de chances de survivre. Et puis après, c'est sûr qu'il y a des autres choses, mais beaucoup plus drôles qui arrivent. Et tu es souvent invité. Moi, j'arrivais en Congo et il y avait une énorme fête. Et puis cette fête, c'était prévu qu'on prenne un avion, mais c'était dans une région de rebelles en Congo. Et puis c'était les grandes rébellions des MLC, le mouvement pour la libération de Congo et tout ça, qui a organisé une énorme fête. Et puis parce que j'arrivais dans ce village, on était les seuls blancs. Et puis on a dit, mais ouais, vous allez faire la fête avec nous, on va prendre l'Antonov et puis on va voler pour une vingtaine de minutes et puis on va faire une fête dans un autre village. Et je pouvais pas vraiment dire non. Et puis là, je dis, on rentre dans l'avion et puis il y a des poules, des chèvres, des vaches et tout ça dans l'avion avec nous. C'est un ancien Antonov et puis on se prépare pour partir pour aller faire la fête. Et puis Kabila attaque l'aéroport à Bois-de-Lité et puis c'est des bombes et tout ça qui explose autour de nous. Et puis tu vois tout le monde qui part, qui a plus envie de faire la fête et puis qui sort de l'avion. Et des trucs comme ça, on peut pas imaginer. Ouais. Mais c'est sûr que c'est pour ça les expéditions rentrent intéressantes. Ça reste intéressant. Pour rester sur l'humain, 2 minutes, parce que je vais devoir te laisser bientôt, malheureusement. Quand tu pars seul, t'es heureux d'être seul, et quand tu retrouves du monde, t'es heureux de retrouver du monde ou... Quand on prépare quelque chose pour très longtemps, on a envie de partir. Et en anglais, on a 2 mots. On a alone, ça c'est seul, et lonely. Lonely, yeah. Et puis, moi, je me retrouvais déjà dans un bar à Paris. Solitaire, du coup, ce serait. Ouais, où je connaissais personne. Et j'ai eu ce sentiment d'être lonely. Ouais. Je sais pas comment on dit ça en français. Solitaire, peut-être. Abandonné un peu. Ouais, tu es avec les gens autour de toi, mais tu es lonely. Tu dois pas être là. Mais en fait, seul dans la tente, j'aime être seul. Et j'ai jamais eu ce sentiment d'être lonely, seul dans la tente. Et ce sentiment qu'on a d'être un peu seul, c'est souvent avec les gens autour de nous. Oui, dans les grandes villes, on le sent encore plus que dans les petits villages, parce qu'évidemment, il y a beaucoup, grosse densité de personnes qui se connaissent ou qui essayent de se retrouver. Mais moi, j'aime bien être seul.
j'aime bien rentrer et puis après être avec les gens. Et cette adaptation en travers de ce qu'on fait dans la vie, ça nous permet aussi de préparer l'arrivée. Ça veut dire qu'on s'adapte après 2 ans et demi où on dit que maintenant, je ne veux plus être seul, mais je vais être avec les gens. Et là, tu prépares déjà l'arrivée de dire que « Wow, je veux de nouveau rigoler avec mes amis. » Tu deviens excité pour arriver. Mais du moment quand tu arrives, tu es déçu parce que l'exploit est fini. Mais là, tu retrouves en fait les gens qui sont importants pour toi. Il y a souvent un blues dans les courses en solitaire et tout, on dit, notamment dans la voile, le retour au sol et tout, doublement. Il faut s'adapter déjà au sol et en plus... Tu as eu le mal de terre d'ailleurs Ouais. C'est sûr qu'après, dès que tu rentres, tu dis, mais wow, je me bats tous les jours pour arriver là et maintenant, je suis là, je me bats pour repartir. Est-ce qu'il y a qu'est-ce que tu peux faire de plus quand tu as fait le tour t'as fait les plus grosses montagnes? T'as pas fait le K2 du coup, hein, mais... Non, mais ça viendra. T'as fait le tour, donc tu vois, latitude 0, les pôles, des montagnes, des mers, etc. Quel truc de plus? T'as encore envie? Je pense que, comme je disais, la vie a 30 000 jours. Et puis, on a un peu 15 000 jours de faire ce qu'on a envie de faire. Et puis, je pense on dit que la vie est courte, mais pour moi, la vie est pile bien juste calculée. Avec la grandeur de notre Terre, avec ce que l'homme peut faire dans les temps. Aujourd'hui, il y a encore des choses que je veux faire. Bientôt, je veux partir pour 4 ans d'expédition. En même temps, j'arrive vers un âge où je dois changer l'orientation de ce que je fais. En même temps, j'ai vu notre planète dégradée. J'ai vu vraiment l'effet de notre réchauffement. C'est une question que j'avais vraiment pour toi. C'est quelle est la différence entre de la planète telle que tu l'as sentie? Parce que toi, tu l'as sentie vraiment entre il y a 30 ans et aujourd'hui, quoi. Oui, c'est quand tu vois un grizzly qui tue un ours polaire, parce que l'ours polaire, il est faible. Dans l'Arctique, tu dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Un ours peut sentir 50 km. Un ours peut nager 100 km. C'est un mammifère qui est lié à la mer. Ce n'est pas un mammifère terrestre. Ça veut dire que c'est un mammifère marine. Il nage plus qu'il peut marcher. L'ours polaire. L'ours polaire. Ouais. Il est beaucoup plus grand qu'un grizzly. Maintenant, la glace est à 150 km. L'ours, il saute dans l'eau, il nage 100 km, mais il ne peut pas nager 150 km juste d'un jour à l'autre. Il doit s'adapter. Après 50 km, il fait demi-tour, il va retourner sur la plage et il trouve rien à manger parce qu'il a besoin de la glace. Les phoques se mettent sur la glace, lui, il attrape les phoques sur la glace. Mais s'il y a de l'eau partout, il nage pas aussi vite qu'un phoque. Ça veut dire qu'il est faible et sur la plage, les grizzlies trouvent à manger beaucoup plus au nord, ils rentrent dans l'Arctique et là, tout d'un coup, il y a un conflit. Maintenant, ce conflit, oui, il y a un moment de s'adaptation et puis après, c'est sûr que les animaux, ils s'adaptent beaucoup plus facilement que les hommes parce que leur intérêt est différent. Et ce que je vois en travers de notre planète et la glace que je vois dans les Himalayas qui fondent au pôle sud, en Groenland, les animaux qui changent leur comportement. L'eau aussi, moi ce qui m'a amené à penser à cette question, c'est que dans ta première expédition, en tout cas de descente de l'Amazone en hydrospeed, là, tu dis que tu buvais de l'eau de l'Amazone. Je le buvais mais comme ça. Tu sais, en fait, quand tu dis ça, moi ma première réaction c'est de me dire mais il est malade. Tu vois, en fait, ça nous semble normal
Aujourd'hui, c'est ça qui est quand même fou de me dire. Moi, déjà, quand je dis que j'ai nagé dans la Seine à plusieurs reprises, les gens me disent, mais t'es complètement frappadingue, tu vois. Je dis, je sais pas, non. Il y a un gros volume d'eau, oui, il y a des trucs très. Mais alors, de là à boire, bon, alors j'ai bu la tasse, hein, évidemment, c'est dégueu, mais en l'occurrence, boire la tasse, on s'est habitué au fait que ce soit dégueu et pas normal, l'agriculture. Là, tu parles d'orpaillage, je crois, notamment de chercheurs d'or, etc. Mais en effet, c'est pas normal. Et ça s'est vraiment empiré, ça, tu le sens. Oui, ça on voit clairement. Et puis, juste par, en fait, les arbres qui sont coupés, la pollution dans l'eau, en mer, c'est des microplastiques. J'ai traversé cette 7e continent, cette île flottante qui fait la taille de Mexique, et tu dis, wow. Tu le vois, ça vraiment, ça flotte et tout. Tu le vois, mais il fait 6 mètres profond. Mais il y a certaines parties que tu vois pas parce que c'est que des microplastiques. Et tu dis, mais c'est mort. L'homme, il peut pas récupérer ça, parce que comment tu récupères des microplastiques dans l'eau. Et puis en plus aussi qui est intéressant, c'est que moi qui a traversé le pôle Nord en 2006, quand j'étais au pôle Nord la première fois, la glace faisait 2,50 m d'épais au pôle Nord, et je faisais une piste d'atterrissage pour un avion russe qui atterrissait au pôle Nord pour qu'on pouvait faire la recherche. Quand j'ai passé il y a 2 ans, la glace faisait 8 cm au pôle Nord. Ça veut dire qu'en 2006, 2,50 m, 2019, 14 ans plus tard, environ, il n'y a plus de glace. En 14 ans, ça a changé. Et là, j'arrive vivant, je survis de l'expédition, c'est incroyable. Et je sors dans une voiture et je participe au rallye du Dakar. Et là, des gens commencent à me critiquer. Mais comment tu peux faire ça? C'est pas possible. Tu dis que la glace fondre et tu sors dans une voiture. Tu es un hypocrite. Ça va pas. Ça va pas avec ton image. Mais j'ai décidé de participer au Dakar pour changer quelque chose. Et aujourd'hui, on a fait le lancement de notre pile à combustible d'hydrogène. Et vous êtes arrivé 10e, hein, c'est ça? Ouais, on est arrivé 10e, mais j'ai jamais fait par avant. Première étape, on était 62e, et tous les jours, j'ai appris, on a roulé plus vite. Et la dernière spéciale, on est 11 secondes derrière Stéphane Peter Hansel qui a gagné. Et c'était, waouh, on a accompli quelque chose. Mais en fait, la manière que je le faisais, avec les voitures du moteur combustible, en mettant du carbone dans l'air et tout ça, c'était pas une bonne idée. Et puis là, je disais en rentrant à mes filles qu'il faut que la prochaine fois que je participe au Dakar, que je le fais avec une voiture qui pollue pas. Et je décide de me lancer sur une autre aventure, de faire un pile à combustible, un hydrogène, qui peut éventuellement être mise dans une voiture pour gagner un Dakar. Et tu utilises l'hydrogène. Et tu mets l'hydrogène et l'oxygène dans cette pile à combustible, et l'hydrogène et l'oxygène se rencontrent, ça fait l'électricité et ça fait tourner les moteurs. Et aujourd'hui, ici à Paris, on a lancé notre société Innocell qui nous permet dans les prochaines 2 ans de fournir des piles à combustible pour toute la mobilité lourde. Et on peut commencer à décarboniser, en fait, notre planète. Ça veut dire que je suis pas un spécialiste en ingénieur, mais je prends la même méthode que j'applique à mes expéditions et que j'applique dans ma vie, d'essayer de faire quelque chose que j'ai jamais fait par avant. Et c'est justement ça. Il faut pas qu'on croie qu'on peut pas faire des choses. Chacun de nous est unique. Chacun de nous a quelque chose à apporter. Mais il faut être inspiré. Cette inspiration
qu'on recevoir, qu'on peut donner, il ne faut pas sous-estimer cette inspiration parce que ça change tout le monde. Je suis tellement aligné. Merci pour tout ça. C'est là où on découvre en quelques minutes à la fin. Alors moi, je l'avais vu, mec, t'as fait le Dakar de reprise. Quand même, je pourrais faire un épisode entier sur un de tes Dakar, tu vois. C'est ça qui est fou. Ouais. Alors qu'on aurait pu même ne pas en parler, tu vois. Allez, toute dernière question avant mes quelques questions habituelles. Justement, là-dessus, c'est un engagement que tu veux prendre de faire découvrir ou d'éveiller les gens sur ces changements. Aujourd'hui, c'était peut-être pas l'origine de ton aventure, mais il y a une envie de ta part de justement, promouvoir, faire changer les choses et les gens. J'ai vu mon terrain de jeu changer. Et moi, je veux laisser quelque chose mieux derrière moi. Et je pense que à travers de cet hydrogène et de la décarbonisation, on peut donner l'espoir à notre planète. Quand on dit que la mer réchauffe 1 degré, longtemps c'est 1,5 degré plus chaud. C'est pas beaucoup, 1,5 degré. Mais en température réelle, ça fait 22 degrés sur Terre. La mer a réchauffé 1,5 degré. La masse d'eau autour de notre planète. Imagine l'énergie qu'on met dans l'eau pour le chauffer 1,5 degré. C'est comme je disais, 22 degrés sur Terre. C'est énorme. Et je vois ces changements. Et moi, je veux faire tout ce que je peux pour laisser une planète intacte pour mes filles. Et c'est très dur. Alors c'est vrai que toi, ça va. C'est vrai que tu prends des avions et des choses comme ça, mais c'est très dur. Tu vois, je vois Yann Arthus Bertrand lui a beaucoup reproché d'avoir pris des hélicos pour prendre des photos et des choses comme ça, alors qu'aujourd'hui, je pense que c'est très dur pour vous à la fois de défendre ça, tout en ayant aussi par le passé fait d'autres choses c'est compliqué. On est critiqué. Dès que mon papa qui était joueur de rugby a dit, mais Mike, c'est la vie, elle est comme une grande forêt. Hein. T'as beaucoup d'arbres, t'as des grands arbres, t'as des petits arbres et tout ça. Et des fois, tu trouves des arbres qui ont des troncs énormes et ils vont plus haut que les autres. Et quand il y a des tempêtes, c'est des grands arbres qui ramassent des vents. Mais les grands arbres, avec leurs grands troncs, ils cassent pas. Et ils protègent les petits dans la forêt. Ça veut dire que tu dois ramasser des vents dans la vie. Et tu dois pas casser parce que t'as tes pieds bien ancrés, en fait, dans la terre. Et en même temps, si on n'ose pas, si tu veux pas sortir la tête, il faut pas. Parce que c'est vrai que la critique, c'est quelque chose qui construit ce qu'on fait, qui oriente ce qu'on fait. Et quand moi, je suis souvent, pas souvent, mais aussi des fois critiqué par mes actions, je dois prendre l'avion pour arriver là où je vais arriver. Et quand je dis, mais je pars avec mes voitures, qui est au standard et aux normes, depuis la Suisse pour aller au Pakistan, je prends pas l'avion, parce que les gens me critiquaient de prendre l'avion. Et je roule pas avec un vieux moteur au Pakistan qui fume noir. Je prends les dernières technologies et je pars depuis ma maison. J'étais critiqué parce que j'ai pris Il faut que tu y ailles à pied, Mike. Il faut que tu y ailles à pied. Et puis, en plus aussi, que j'essaie toujours de dire aux gens, c'est que... T'es paresseux. Mais tout le monde doit traverser les pôles Nord. Imagine que tout le monde n'utilise pas de l'énergie pendant 138 jours, ou 2 ans et 3 mois autour de la cercle arctique polaire. Je charge pas mon téléphone, je regarde pas la télé, j'ai pas un frigo ou un congélateur. Non, j'ai vis des ententes, mais où je consomme rien. J'ai que la nourriture qui est avec moi, mais j'ai pas d'électricité. Si tout le monde faisait ça. Imagine tout le monde fait ça. Oui. Après, je dis, on va sauver notre planète. Est-ce que tu as parlant juste de routine ou quoi, t'as quel âge, Mike ? Oui, 56. 56. Pour être fit, en forme comme ça, encore entre tes aventures, qu'est-ce que tu fais ? Tu cours, tu fais des abdos, des pompes, des choses tous les jours ? Non, je cours un peu tous les jours. Et puis, tous les jours, tu fais 10 km ? Ouais, 10, 12 km. Et puis, notre vie, c'est un peu comme une flaque d'eau. Hein. Okay. Si de l'eau bouge pas, il pourrit et ça pue.
ça veut dire qu'on est quand même fait par 80% d'eau. Hein. Il faut qu'on bouge. Tu cours toujours à 6 heures du mat? Non, mais là maintenant, je cours quand je dis temps. Okay. Mais c'est sûr qu'on essaie toujours d'aller courir à 10-12 km. Avec tes filles? Un peu du vélo. On a fait la Tour du Mont Blanc, la UTMB avec mes filles. Vous avez fait l'UTMB? Ouais, puis on va le 160 cette km? année. Non. On a fait 50 ou 40. Mais là, maintenant, on va faire un autre. Et puis, c'est une bonne sortie en famille. C'est clair, ouais. 50 km. Parmi toutes tes aventures, il y a un échec ou une épreuve qui est ta favorite, ta préférée? Je pense que quand je me fais mordre par un serpent, c'était un échec parce que je savais que ça pouvait m'arriver jusqu'au moment que ça m'arrivait. On pense toujours qu'on est à l'abri des choses et qu'on sait mieux. Mais dès que tu commences à penser comme ça, c'est la plus grande erreur. Et heureusement, de ma vie comme explorateur, j'ai passé par cette stade très tôt de ma vie, qui m'orientait un peu plus dans la promesse que je faisais à Cathy. Et Cathy, quand elle me disait « Je te donne la liberté, mais tu dois tout faire pour rentrer vivant ». Et en fait, quand elle a tombé malade, et moi, je voyais pas ma vie sans elle. J'étais vers Cathy et puis je disais, mais tu sais, Cathy, moi, je peux pas vivre sans toi. Je préfère de mourir avec toi. Puis elle me regardait, et elle était un peu malade à ce moment-là et tout ça. Puis elle dit, mais Mike, tu dois pas mourir avec moi, mais tu peux vivre pour moi. Ça veut dire qu'en fait, notre vie, si on vit à fond, c'est un privilège. Et puis, on peut vivre pour les autres qui est plus là. Et quand on a une mission comme ça dans la vie, c'est une mission qui rend la vie super intéressante. Et on n'a pas envie de juste rien faire. On a envie de vivre pour tout le monde qui ne vit pas. Il y a ta fille qui s'impatiente derrière, alors je vais te laisser. Une question, deux questions. On te suit sur YouTube, Facebook, Insta, partout. Ouais, un peu partout. On peut te communiquer, te contacter. Exactement. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour t'aider? Je veux dire, c'est des conférences, d'autres choses, des sponsors Ouais, mais sponsors, mais toujours pour les vieux, pour moi, comme moi, c'est toujours bien. Mais aussi, qui est intéressant, on a un projet qui est vraiment lié à trouver des solutions pour la nature. Et puis, on a lancé un projet qui s'appelle Pangaea X et ça nous permet de donner des opportunités aux jeunes, de trouver des solutions, comment on peut préserver en fait la nature pour la génération à venir. On met tous les liens dans les pages du podcast, je vais les demander autour de toi et puis voilà. Tu aurais un livre à me recommander? Un seul? Bon, Latitude Zéro pour ceux, ça c'est toi, mais c'est un truc de quelqu'un d'autre? Ouais, mais la dernière, c'est Survivant de la glace. Ouais. C'est vraiment intéressant parce que là, ça a failli mal passer. Bon, je dois quand même te dire un truc que tu as mal fait. C'est que ta maman t'avait dit qu'il fallait que tu rentres entier. Ouais, et puis t'es pas rentré entier, Mike. Hein. Et ta femme, on sent qu'elle t'a quand même protégé aussi malgré tout. Tu vois. Mais tu vois, comme je dis, il faut croire en quelque chose. Et puis, des fois, autour de moi, dans les moments difficiles, je crois juste qu'il y a des gens qui sont plus là, qui me regardent et qui me donnent leur force. Et puis, ils rigolent souvent parce que je fais plein d'erreurs. Et c'est justement à travers des erreurs qu'on apprend. Merci, Mike Horn. Je vais faire plein d'erreurs, moi aussi. J'en fais plein, mais je vais en faire encore plus. Il faut continuer. Merci beaucoup. Merci d'être venu aussi vite. Et puis de ton temps, je te laisse filer avec Jessica avant qu'elle arrive avec un couteau, je pense, pour m'égorger. Je pense que c'est possible. Merci beaucoup. À plus. Ciao. Super. Merci, plaisir. Jessica. Et merci à Annika aussi pour votre... Et puis voilà, Jérémy. Salut tout le monde. Ciao. Ciao. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui me fait ressortir dans les classements.
Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement tech et créatif, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur gdiy@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.